Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le monitoring, la sauvegarde, les plans de secours sur AWS, tout ça dans un contexte GXP, bien entendu. Donc, nous allons attendre peut-être pas l'ensemble des participants, mais en tout cas quelques participants, puisque nous sommes il est 58, donc on a un petit peu de temps. La prochaine fois, nous essaierons de trouver une petite musique d'ambiance, de salle d'attente. Bonjour à tous, voilà pour vous faire patienter. Donc les participants sont en train d'arriver. Bien, le programme étant assez chargé et par respect pour les gens qui sont parfaitement à l'heure, nous allons démarrer. Pour ceux qui vont nous rejoindre en cours de route, le début, il y a un petit peu de rappel enrichi. Donc, je vous propose de démarrer, tout simplement. Voilà. Je vais couper la vidéo pour optimiser la bande passante pendant la diffusion du webinar. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à lever la main à travers l'interface. On y répondra et enfin, en tout cas, on essaiera d'y répondre. Ça permettra de rendre le webinaire plus vivant. Et puis, on fera quelques sondages au cours du webinaire pour voilà, essayer de mieux percevoir euh, les personnes qui assistent au webinaire. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Hop. Voilà. Juste que j'arrive à... Voilà. Donc, un historique sur les webinars AWS ADN. Donc, on a commencé cette série de webinaires l'année dernière.
On avait notamment commencé en mai sur l'automatisation de la qualification GXP des infrastructures cloud. Alors pourquoi AWS? Tout simplement AWS parce que c'est quand même encore aujourd'hui euh, le leader incontesté sur ces infrastructures cloud. Et on avait commencé à présenter un peu les capacités de logiciels associés au pilotage d'infrastructures et les perspectives que cela ouvre en termes de qualification d'infrastructure, notamment en termes d'agilité et de rapidité pour qualifier une infrastructure cloud de type AWS, les concepts étant les mêmes sur Azure ou Google. Donc on avait réédité en juillet. En octobre, on était rentré un peu plus dans le détail avec des outils simples comme Trusted Advisor et surtout aussi Config, qui permet de faire de la conformité continue avec des règles. Puis en décembre, on avait parlé de qualification d'instanciation avec CloudFormation, puisqu'en fait, c'est la manière en fait dont on crée une infrastructure. Ça a un impact important sur vos approches en termes de qualification d'installation. Voilà. Donc, ces webinars sont disponibles en replay. Vous envoyez un mail à Mégane et elle se fera un plaisir de vous renvoyer un lien. Alors, pourquoi cette série de webinars puisque tout simplement parce qu'il y a beaucoup de nos clients qui sont aujourd'hui un peu qui cherchent les solutions pour adresser la qualification, je dirais, du cloud, sachant que le cloud, c'est quand même le prérequis à beaucoup de transformations digitales. Alors, on parle actuellement beaucoup d'intelligence artificielle, mais ça peut être aussi pour de l'IoT. Toutes ces plateformes aujourd'hui cloud sont des prérequis aux transformations digitales de l'ensemble des entreprises. Aujourd'hui, quelles sont les références disponibles pour nos clients pour tout ce qui est qualification et de validation, en tout cas dans le secteur pharmaceutique, c'est essentiellement le Gantt 5. Vous avez également aussi le guide un peu plus récent sur Data Integrity, un guide qui est un peu moins connu qui s'appelle IT Infrastructure Control and Compliance dans sa version 2. Je vous recommande d'aller sur l'appendice 12 qui est la virtualisation et qui traite de la virtualisation, de la compliance du contrôle. C'est une annexe qui est assez peu connue, mais il faut reconnaître que ces guides, qui pour certains d'entre eux sont quand même relativement anciens, sont un petit peu dépassés par ce qui se fait aujourd'hui, aussi bien chez Azure, AWS ou Google Cloud Platform. Voilà. Donc, l'objectif d'ADN, c'est de vous accompagner dans ces transformations digitales. Et qui dit transformation digitale, la transformation digitale touche évidemment aussi le domaine réglementaire. On a mis quelque chose aussi sur la 62304. Pourquoi? Puisque évidemment, on parle aujourd'hui beaucoup de produits cyber-physical, c'est-à-dire de produits avec une connotation logicielle. Le logiciel étant la source d'innovation la plus naturelle pour beaucoup de DM. Voilà. Et donc, qui dit logiciel aujourd'hui dit dit cloud inévitablement parce qu'il faut beaucoup de data pour faire de l'intelligence artificielle, pour faire de l'IoT, ou pour faire des choses ou simplement avoir un business réparti dans le monde entier. Il nous faut évidemment un cloud. Alors, dans le système de cloud, quelle que soit la plateforme, ce qui est très très important de comprendre, c'est que on est inévitablement dans un système de responsabilité partagée. Hein, voilà. Donc la responsabilité partagée, vous avez ici le client, là vous avez dans notre exemple ici AWS. Donc, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, bon, on est là,
hein, la sécurité, voilà, au niveau des backups notamment, hein, eh bien, la responsabilité, elle est au niveau des utilisateurs. Si vous achetez une solution qui est proposée par un fournisseur qui offre sa solution en cloud, il vous faudra, lors de l'audit de ce fournisseur, aller regarder la manière dont il gère les backups. Voilà. Bon, bien évidemment, j'en profite pour faire un petit peu de pub. Si vous souhaitez être accompagné dans le cadre de vos audits fournisseurs de solutions s'appuyant sur le cloud, on est à votre disposition. Donc, l'élément important, c'est le Service Level Agreement, bien entendu, qu'il faut surveiller et qu'il faut suivre. D'où le lien dans la présentation avec l'aspect monitoring. Donc là, vous avez une approche, c'est une présentation qui est issue de la grande messe d'Amazon reInvent à Las Vegas chaque année en mois de novembre. C'est un peu plus visuel. Donc Orange, c'est le monde AWS. Ça, c'est leur responsabilité. Et ça, c'est votre responsabilité. Donc on voit ici que tout ce qui est donné, c'est votre responsabilité, bien entendu. Les applications, c'est évidemment votre responsabilité. Okay, alors, direct ou indirect, si vous passez par un fournisseur d'application. Hein. L'administration également aussi du système d'exploitation, du réseau, des systèmes de firewall. L'encryptage des données, l'authentification, etc. AWS, eux, leur système qualité, ils couvrent la partie Orange. Donc, on a ces notions de région, de zone de disponibilité, de location de type Edge. Hein, bon, on aura peut-être l'occasion, on l'avait déjà abordé, mais les régions, en fait, c'est, pour faire simple, c'est les data centers dans les différents pays. Hein. Donc, chaque année, il y a de plus en plus de data centers. En 2017, il y a eu Paris. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez être sûr que vos données soient en France, il suffit d'installer vos ressources dans la région Paris. Et puis, dans une même région, vous avez des redondances de data centers, c'est ce qu'on appelle des availability zones. Bon. Ça, c'est vraiment des concepts clés de base qu'il va falloir utiliser. Voilà. Ça, c'est notre système de responsabilité partagée, quel que soit le fournisseur. C'est toujours la même chose. Hein. Et c'est tellement vrai que c'est la même chose quand vous faites de l'infogérance. Quand vous faites de l'infogérance, pareil, sur un data center entre guillemets classique, vous avez toujours un modèle de responsabilité partagée. Okay. Et vous avez toujours des SLA, donc là, ça ne change pas. Il faut surveiller ces SLA également. Donc, une liste non exhaustive des responsabilités utilisateurs pour les services transverses. Vous avez donc la gestion d'utilisateurs. Donc, quand on parle d'utilisateurs là, c'est les utilisateurs qui vont administrer cette infrastructure réseau. Hein. La manière de sécuriser les machines virtuelles, le stockage, le DNS, les alarmes, la gestion des logs, la gestion des audit trails. Donc là, on parle bien des audits, pas des audit trails applicatifs. Hein. Là, on parle des audit trails, comment dire, au niveau infrastructure. Hein, ce qui est quand même un plus par rapport aux infrastructures, je dirais, aux classiques. Bien évidemment, tout ça, ça va nécessiter des formations, car c'est une véritable transformation digitale. Et au cœur d'une transformation digitale, il y a bien évidemment l'homme. Voilà. Donc, si l'homme n'est pas formé et accompagné dans ce changement, on n'a pas tous les bénéfices de la transformation digitale, voire elle échoue. Alors, ça, c'est un peu le slide commercial. Vous allez chez AWS, on vous dit d'un point de vue compliance, mais attendez, pas de problème, regardez, on fait tout ça. Alors, à une nuance près, je dirais, c'est que on est capable de répondre à tous ces standards, mais on n'est pas capable de répondre à tous ces standards sans rien faire. Donc, il faut comprendre en fait les mécanismes, les outils qui sont mis à votre disposition pour répondre à la réglementation. Et c'est l'objet de cette série de webinars, c'est d'informer des capacités de la solution d'AWS, okay, pour répondre à ces éléments GXP.
Alors, vous avez quelque chose qui est très intéressant, dont on n'a pas parlé dans les précédents webinaires, on n'y a pas pensé tout simplement. C'est un système qui s'appelle Artifact, qui est disponible donc pour tous les utilisateurs AWS. Donc, si vous êtes client AWS, vous avez droit ici, via la console AWS, à accéder à ce service. Et ce service, en fait, vous donne tous les rapports d'audit et tous les documents qualité sur la partie orange, hein, qu'on a vu tout à l'heure, qui vont vous permettre de répondre aux exigences réglementaires ou aux exigences qualité. Hein. Donc, on vous fera une petite démo tout à l'heure. Hein. Je vais essayer de vous montrer là, si j'arrive à sortir du PowerPoint. Voilà. Ce que les résultats. Voilà. Donc, dans, Artefact, vous allez récupérer, par exemple, le manuel du système qualité d'AWS sur la partie orange, encore une fois. Hein. Donc, vous allez voir, ben voilà, il vous explique comment il gère les incidents, les releases, les actions préventives, les corrective actions, enfin bref, le système de CAPA qu'ils ont, le système d'audit, etc. Donc ça, c'est les exemples. Vous pouvez également récupérer les certificats d'audit ISO sur voilà, suite aux audits qu'ils ont pu avoir. Donc 27017, etc., etc. Et c'est associé à l'ensemble des services. Voilà. Donc nous, les services qu'on va voir aujourd'hui, bien sûr qu'il va y avoir de l'EC2. Je vais chercher S3 quelque part. Ça va bien être quelque part, forcément. Voilà. S3 ici, qui est le service de système de fichiers, je dirais, le plus répandu. Hein. Nos systèmes de base de données, etc., etc. Donc Artefact, c'est un outil quand même qui est très utile pour répondre à la couche orange d'auditeurs ou de questions que vous pourriez avoir en interne. Hein. Donc on va vous montrer comment accéder à ça. Voilà. J'en profite parce que là j'ai encore le document auquel j'ai fait référence tout à l'heure sur IT infrastructure control and compliance. Voilà, et donc les annexes que je vous recommande de lire, c'est les annexes sur la virtualisation, ok, les annexes également sur une comparaison entre le modèle classique et le modèle de type IAS, PaaS, etc. Vous voyez, ici, vous avez infrastructure as a service. Donc là, on est bien là. Là, vous avez l'aspect plateforme. Là, vous avez software. Bon, c'est pas parfaitement up-to-date, hein, ou à jour, pardon, mais ça donne un bon élément. Et puis, ça fait quelques rappels sur les basiques de la qualification associée à comment dire à une infrastructure, hein, qualification d'infrastructure. Voilà. Hop, je vais revenir à mon slide. OK. Et alors, on va aller directement là, vous n'allez pas m'en vouloir. Et on avait une petite démo qui était prévue sur Artifact. Donc, à ce moment-là, je vais te laisser la main, Gaël, pour Oui, la faire. Hein. d'accord. Donc je vais prendre la main. Alors, my screen, voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je pense. C'est bon? Alors, attends, je vais vérifier. J'essaye de vérifier. Sauf que j'arrive plus à voir comment je peux vérifier. Mais bon, a priori, ça doit être bon. Bon, Donc, j'imagine que c'est bon. Ouais. donc, Oui, moi je donc, vois. donc, donc en fait, quand vous travaillez sous AWS, que vous êtes client, que vous avez un compte, vous avez accès ici à une console qui vous permet d'accéder à l'ensemble des services de la solution complète AWS. Donc voilà, l'ensemble des services est là. Donc on traitera de ces services
quelques-uns pardon de ces services aujourd'hui, parce il y en a beaucoup. Juste pour illustrer ce que disait Philippe tout à l'heure, qui est une notion très importante, qui est cette notion ici de région. Donc AWS en fait a splitté l'ensemble des ressources qui sont disponibles en différentes régions. Donc ici, à chaque fois, pour les ressources qui vous intéressent, il va falloir choisir dans quelle région vous êtes en train de travailler. Donc, juste pour illustrer, ça va prendre juste quelques secondes, l'accès à l'outil Artifact, donc au service Artifact. Donc, vous tapez par exemple ici Artifact. Donc, vous voyez qu'ici, c'est les rapports de conformité qui sont disponibles. Vous venez ici et ici, vous avez accès en fait à une sorte de liste, de bibliothèque de l'ensemble des rapports d'audit ou des rapports ISO ou des rapports de conformité qui sont disponibles pour l'infrastructure AWS. Et donc, si vous souhaitez l'obtenir, il faut être bien sûr client, mais voilà, vous venez juste ici dire que vous voulez y accéder, vous checkez la box et vous y accédez directement. Et donc il vous signe un document qui est normalement à votre qui a votre diffusion stricte, hein, et qui vous permet du coup de vous appuyer sur le sur le document AWS. Voilà. Donc c'est relativement simple, mais c'est quand même très important pour les problématiques de conformité. Voilà. Donc c'était une toute petite présentation. Je vais repasser la main de présentation à Philippe et puis il va pouvoir avancer sur la suite de la présentation. Bon, voilà, on voit votre écran, Philippe, c'est bon. Ok, j'essaye de me mettre en plein écran. Voilà, très bien. Voilà. Donc, conclusion sur la responsabilité de l'utilisateur. Donc, dans le cloud, la responsabilité de l'État, de la sécurité, de la disponibilité ainsi que l'accès physique aux machines, centres de stockage, réseau est assumé par le fournisseur. Hein. Bon, je vous laisse lire. Bon, pour la détente, une petite image. Hein. Votre fournisseur de cloud, il vous livre une maison avec des portes. C'est à vous de les fermer ou de les laisser ouvertes. Voilà. Il vous livre une porte avec un système sécurisé, avec des serrures. Bon, ben, si vous les fermez pas, si vous mettez pas un double tour, si vous laissez les clés sur la porte, c'est votre responsabilité. De la même manière, si vous laissez la lumière allumée, pardon, vous fermez pas votre robinet d'eau, c'est vous qui payez, quoi. Voilà. Donc, le cloud, c'est très bien, c'est très agile, c'est très puissant. Le parallèle avec l'électricité n'est évidemment pas innocent, mais c'est à vous de surveiller votre compteur. Donc, le cloud, ça veut dire que il faut se former pour comprendre ce qui se passe. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de demandes aujourd'hui sur l'optimisation financière du cloud, puisque effectivement, c'est tellement facile d'utiliser les ressources que les gens ne se rendent pas compte en fait de l'impact, je dirais, financier. Bon, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui dans ces infrastructures, il y a des capacités techniques qui sont, je pèse mes mots, absolument fabuleuses. Voilà. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail de la présentation de la journée. Hein. Donc on a trois sujets à voir. CloudWatch pour le monitoring, CloudTrail, une introduction au backup dans AWS. On va voir qu'il y a une petite nouveauté là. Et puis une introduction au plan de secours. Alors, avant de commencer l'étape 1, je vais faire un petit sondage et je vais vous demander de bien vouloir y répondre. Voilà, je vais le lancer. Si vous voulez bien y répondre. Voilà, presque tout le monde a répondu.
Voilà. Donc, je vais fermer et par contre, je vais partager le résultat du sondage, sinon ça serait pas drôle. Hein. Voilà. Et là, je crois que on a rarement eu quelque chose d'aussi clair. Voilà. Donc, très bien. Et alors, je vais masquer. Et si vous voulez bien, je vais vous soumettre également une deuxième question. Voilà, si vous voulez avoir la gentillesse de répondre. Voilà, quasiment tout le monde a répondu, presque. Donc, je vais fermer le sondage et je vais partager le résultat. Voilà, donc il y a un peu plus de gens qui connaissent CloudTrail. Hein. Et bien donc c'est formidable. On va essayer de vous présenter ces deux outils. Regardez si j'ai. Alors oui, j'ai un. Vous n'en voudrez pas. Je vais relancer un troisième sondage. Si vous voulez bien y répondre. Ah, là, c'est assez surprenant. Alors, presque tout le monde a répondu. Si les derniers veulent bien répondre. OK. Donc, je vais partager les résultats également. Voilà. Donc là, on a un petit peu plus, un petit 20%. OK. Et donc, on a donc une large majorité, en tout cas une majorité qui ferait pâlir d'envie nos politiciens favoris, hein, sur config. Et donc, on va essayer de vous présenter ça. Hein. Donc, je m'en voudrais pas, le slide est un peu chargé, vous voyez que ça a été fait un peu rapidement. Hein. C'est issu du document ISPE que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il indique comment faire une qualification d'infrastructure. Et donc, ils insistent vraiment sur l'aspect monitoring pour avoir un statut de qualification continue. C'est un petit peu ce qu'on appelle la conformité continue. Sauf que sur les infrastructures classiques, c'est moins facile à faire. Hein. Le fait d'être proactif, hein, le fait d'avoir des métriques. Donc ça, c'est quelque chose que les gens mettaient entre guillemets un petit peu sous le tapis, parce que c'est quelque chose un peu technique. Bon voilà, les gens n'allaient pas trop dans ces éléments-là. Ce qui est bien avec ces outils de type infrastructure cloud, c'est que les choses sont quand même beaucoup plus faciles. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer. Voilà. Hop. Donc, le monitoring avec CloudWatch, CloudTrail, on a deux choses. On a les règles de configuration, les alarmes de notification et les alarmes de notification suivies d'action. Hein. Pour être capable de mettre en œuvre tout ça, il faut acquérir des nouvelles compétences sur les outils d'infrastructure, un petit peu de langage, hein, voilà. Et puis à partir de là, on arrive à faire des choses assez efficaces. En tout cas, ça renforce le besoin de développer une double compétence. Gaël, je vais te laisser la parole. Oui, très bien. Alors, je me repasse en présentateur. Voilà, hop, voilà, très bien. Et je vais passer à l'explication de CloudTrail. Donc,
Voilà, je pense qu'on voit. Ce que je voudrais vous montrer, d'abord, je vais avoir juste trois ou quatre slides pour vous présenter d'abord les trois services qui vont servir à faire du monitoring. Et puis après, je vous les présenterai dans le détail comment ils fonctionnent dans la vraie vie. Donc le premier service qui est très important, c'est donc ce qu'on appelle CloudTrail, donc qui est un service qui va permettre en fait de gérer la gouvernance, la conformité, et c'est un audit opérationnel en fait. Donc l'idée en fait, c'est que euh, vous avez cet outil-là qui va être capable de conserver un historique de l'ensemble des événements qui ont eu lieu sur l'ensemble de votre ressource, sur votre compte cloud. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, qui est vraiment l'idée principale, c'est qu'en fait, quand on est sur le cloud, on travaille avec des couches qui sont assez éloignées des machines, parce qu'on est plutôt dans une approche, voilà, Internet, software, applicatif. Donc, en clic-bouton, on est capable de déployer des serveurs, des bases de données, ce genre de choses. Donc, on n'a pas accès en physique à ce qui est en train de se passer dans les centres de données ou dans les serveurs. En revanche, on a accès en fait, à l'ensemble des événements qui ont eu lieu, et donc on a en fait des capteurs ou en tout cas des retours d'informations qui sont très précis sur l'ensemble de nos ressources. Et donc du coup, l'idée, c'est avec ces outils-là, c'est de venir faire levier sur cette capacité-là à avoir des retours d'informations, à la fois sur l'ensemble des actions qui ont été faites, par qui elles ont été faites, quand, à quelle date, bien sûr, par qui, avec quel type de droit, etc., pour pouvoir avoir un suivi et pour pouvoir conserver l'activité d'un compte. Et c'est aussi donc ce qui deviendra plus tard lors d'un audit, un audit trail. Voilà. Donc les bénéfices de cet outil qui est vraiment très important, bon, bah, c'est évidemment les audits de conformité, les audits trail, parce que du coup, on va venir s'appuyer sur cet outil-là pour ressortir l'historique des événements et pour comprendre ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé bien avant. Et puis ensuite, pour les problématiques de sécurité et d'analyse de problèmes, on va être évidemment capable de retrouver un historique complet des actions qui ont mené à, par exemple, à une défaillance de sécurité ou un problème applicatif, par exemple. Voilà. Donc ensuite, vous avez l'amélioration de la visibilité. Donc vous êtes capable de tracer pour chacune des ressources une activité d'un utilisateur précisément ou d'un groupe d'utilisateurs. Et, euh, et ensuite, le dernier point, qui est en fait un point qui est très important, qui est qu'en fait, à partir du moment où vous avez une logique dans les infrastructures cloud qui vous permet, qui remonte des événements, qui remonte des logs, qui remonte des choses comme ça, vous avez une capacité en fait derrière à automatiser un ensemble de processus. Donc typiquement, vous pouvez très bien dire à votre infrastructure, mais quand tu vois tel type d'événement arriver, que je le trouve menaçant pour la sécurité par exemple, eh bien tu vas venir appliquer automatiquement un patch de sécurité par exemple. Donc ça c'est très intéressant, et à la fin de la présentation, je vous montrerai comment on peut mettre ça en place. Donc ça, c'était pour CloudTrail, donc qui est vraiment un ensemble disons, faut le voir vraiment comme un log d'événements sur votre infrastructure. Maintenant, on a un autre outil qui s'appelle CloudWatch, qui est un service de monitoring. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, il est capable en fait de remonter comme des capteurs de mesure sur chacune de vos ressources, et de vous faire des dashboards et de vous créer des alarmes, et aussi, encore une fois, de vous créer des événements, des règles de déclenchement quand il voit des choses apparaître.
Donc typiquement, ce qui va se passer, c'est vous avez une machine, par exemple, un serveur qui est sur le cloud, on va être capable de monitorer son utilisation CPU. On va être capable de monitorer son utilisation en mémoire. On va être capable de monitorer, par exemple, la taille d'une base de données. Ça, c'est un premier élément. Il y a aussi des choses où on pourra définir, par exemple, des alarmes en disant si tu vois que ma machine est utilisée pendant plus de 30 minutes au-dessus de 80% de sa capacité CPU, et ben à ce moment-là, tu me déclenches une alarme et tu m'envoies par exemple un message en me disant qu'il y a un problème ou il y a un risque de problème. Et le troisième élément, c'est euh, si ma machine est utilisée pendant plus de 30 minutes au-dessus de ses 80% d'utilisation CPU, à ce moment-là, par exemple, tu démarres une autre machine qui va venir prendre le relais ou qui va venir l'aider pour répondre à l'augmentation de sa charge. Donc ça, c'est l'outil CloudWatch que je vais vous présenter. Et enfin, on a un troisième outil qui s'appelle Config et qui lui est un outil en fait de règles. Donc l'idée étant de définir des règles qui vont regarder l'état des ressources. Donc par exemple, je peux avoir une règle qui me dit je voudrais vérifier en continu, parce que, ou en tout cas avec une fréquence relativement rapide, puisqu'en fait ces règles elles peuvent s'exécuter par exemple toutes les heures. Je peux venir dire par exemple je veux que tu vérifies que l'ensemble de mes systèmes de stockage de fichiers sont cryptés. Voilà. Donc lui, il va vérifier ça avec une certaine fréquence que vous pouvez définir et il est capable de vous retourner quasiment en continu, du coup, avec un temps de fréquence défini, l'ensemble des ressources que vous avez qui répondent aux règles que vous avez définies. Et donc là, avec ce type d'outil, on est capable de se diriger assez rapidement vers ce qu'on appelle la continuité c'est pas la continuité en continu, mais c'est une tautologie, la conformité en continu, bien sûr. Voilà. Et ça, Donc c'est vraiment un vrai changement, hein, parce que ça, aujourd'hui, sur une infrastructure classique, c'est quasiment impossible à faire. Par contre, ça nécessite un changement de compétences, des acquisitions de compétences, euh, pouvoir faire évoluer le métier de suivi de la conformité, quoi. voilà. Alors maintenant, comment ça marche dans la vraie vie? Si vous lancez le service CloudTrail sur votre console de contrôle, vous allez atterrir sur ce dashboard-là. Donc, ce que vous voyez là dans un premier temps, qu'on va explorer, ce sont les événements récents. Donc, les événements récents, eh ben, Juste pour tout le monde, hein, Gaël est sur le compte ADN, sur un compte ADN. Donc là, c'est une démonstration live, hein. ouais, voilà. Donc, Donc généralement, c'est celle où il y a un problème. Voilà, je le dis à l'avance, mais bon, il va peut-être essayer de me faire mentir. je vais faire ça. Donc, vous avez l'accès aux événements récents, donc des derniers 90 jours. Donc là, ça veut dire qu'en fait, il vous propose de regarder l'ensemble des événements qui ont eu lieu sur l'ensemble de vos ressources dans la région de Paris. Donc ça, c'est très important. Et voilà le type d'enregistrement qu'il est capable de remonter. Donc si on regarde un petit peu dans le détail, on voit par exemple qu'il remonte l'utilisateur. Donc en l'occurrence là c'est moi ce matin. Le type d'événement, donc là j'ai démarré par exemple une machine. Donc Start Instance EC2 c'est une machine virtuelle. Et puis vous avez un ensemble de détails, donc dans quelle région ça s'est passé, un ID unique de l'événement, donc ça c'est aussi très important pour être capable de faire une traçabilité. Il est même capable de vous remonter quelle était l'adresse IP, donc on va dire en fait l'adresse postale réseau de la personne qui a effectué cette action. Et il est même capable de vous remonter ces choses-là, même si je ne suis pas passé par la console. Donc là, en l'occurrence, peut-être que je suis passé par la console, que j'ai cliqué dans mes machines virtuelles et que j'ai démarré ma machine, par exemple, comme ça. Voilà. Mais il est aussi capable, et ça c'est très important de le comprendre, de récupérer des événements qui ont été effectués
en dehors de la console et qui ont par exemple été programmés soit avec un petit bout de code, soit avec par exemple une commande AWS que j'ai exécutée sur un autre ordinateur. Donc par exemple ces clés-là sont des clés qui identifient de façon unique des utilisateurs qui auraient pu intervenir sur vos ressources, mais de façon externe. Voilà. Donc quels sont Et ce qui est très important, excuse-moi Gaël, hein, c'est de bien comprendre le concept de infrastructure as a code. C'est-à-dire que là, vous pouvez, via la console, c'est-à-dire via l'interface web, bon, déclarer les ressources, etc. Mais vous pouvez également, tout ce que vous êtes capable de faire avec l'interface web, vous pouvez le faire par programmation. Voilà. Et ça, c'est fondamental et ça change vraiment la donne. Parce qu'on peut démarrer une machine, éteindre une machine, supprimer une machine, déclarer un réseau, fermer un réseau, enfin, déclarer un algorithme d'IA, déclarer une base de données. Tout peut se faire par programmation. Voilà. Et les gens expérimentés, au bout d'un moment, ils ont que des scripts, en fait, pour faire toutes les opérations de manière à standardiser. Le script permet évidemment de standardiser, parce que lui, là, on est dans une logique procédurale classique. Un script, par définition, il exécute les étapes telles qu'elles sont dans le fichier, quoi. Tout à fait. Donc, de surcroît, il va aussi du coup, vous dire quelle est la ressource qui a été impactée par cet événement. Donc, bon, évidemment, c'est très important. Donc là, le nom de ma ressource, c'est un identifiant d'une machine virtuelle. Et ce qui va être aussi très très important ici, c'est qu'il y a cet outil-là qui s'appelle Timeline, qui est en fait une timeline, donc qui va être un historique en fait des états de votre machine. Donc par exemple, à partir de CloudTrail, je peux venir voir ici. Il m'ouvre une pop-up. Je peux venir voir ici l'historique des changements qui ont eu lieu, voilà, sur ma machine. Donc ça, c'est aussi évidemment très important dans une approche de conformité, dans une approche audit trail. Donc là, vous voyez que par exemple, il me montre en fait les événements qui ont eu lieu avec les dates et il me dit quels sont les changements qui sont associés à ces événements. D'accord? Donc l'événement, donc ça c'est très important de comprendre ce qui s'est passé. L'événement, c'est quelqu'un a demandé, enfin a donné un ordre de stopper une machine. Donc ça c'est l'événement. Par contre, le changement, c'est que l'état de ma machine est passé de running à stop. D'accord? Parce qu'il se peut très bien que j'ai donné un ordre qui n'a pas été exécuté, par exemple correctement, mais il va quand même le loguer, ou un ordre, ou si par exemple je donne un ordre d'arrêt d'une machine, mais que j'ai un patch qui dit ben non, je laisse pas cette machine s'arrêter parce que c'est pour des raisons de sécurité, et ben peut-être que l'état de la machine ne va pas changer. D'accord? Donc il faut bien dissocier ces deux types d'éléments, changements et événements. Voilà, donc là vous voyez que vous avez quand même un accès assez fin à ce qui est en train de se passer sur votre infrastructure. Donc juste pour aller jusqu'au bout, vous avez évidemment la possibilité de venir accéder rapidement à ce qui vous intéresse en utilisant des filtres. Donc par exemple, si je veux savoir, par exemple, qui a fait quoi, bon, là, il y a beaucoup de Gaël Caron parce que j'ai beaucoup utilisé la plateforme récemment, mais on peut Henri, trouver ouais, voilà. probablement d'autres personnes qui ont peut-être eu accès récemment. Alors peut-être pas Henri. Alors du coup, bon, sinon je prends un autre exemple. Je, Guillaume, ou alors je peux venir traiter par exemple un autre type d'événement qui je peux même voilà, je peux même dire voilà, est-ce que récemment tu as vu des événements de type démarrage, des événements. Donc là c'est pour toutes les instances. Donc est-ce que par exemple là j'ai eu un démarrage d'une database récemment? Bah non, il m'en trouve pas, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas eu.
Est-ce que j'ai eu des démarrages, par exemple, de machines? Il devrait m'en trouver. Il devrait m'en trouver. Alors peut-être que j'ai mal écrit l'événement aussi. Ouais, il y en a tellement des événements que c'est vrai. Voilà. Par exemple, ça, est-ce que j'ai quelque chose? Bon, non, j'ai pas. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que là, on avait la problématique des 90 jours, mais en fait, on peut outrepasser cette limite parce que évidemment, nous, on veut faire des rétentions de plus de 90 jours. Donc pour ça, en fait, il faut juste créer ce qu'ils appellent un cloud trail, un vrai trail, et à ce moment-là, vous allez en fait retrouver l'ensemble de vos événements euh, qui, en plus d'être donc logués et donc accessibles via le cloud trail initial, vont être en fait tous enregistrés sur quelque chose là qui s'appelle Amazon S3 dont on reparlera tout à l'heure, qui est un système de fichiers. Et donc du coup, et donc là pour le coup, qui seront jamais supprimés. Et donc vous retrouvez, donc là c'est l'ensemble des régions. Et donc vous allez retrouver par exemple donc par date, hein, donc là 2019, janvier 2019, le 6 janvier 2019, et voilà, il va vous retrouver l'ensemble des événements, des logs qui ont eu lieu sur notre infrastructure. Donc après, ça fait rapidement beaucoup de logs, mais c'est quand même très important dans une approche de conformité. Et donc par exemple, si je veux regarder mes logs ici, hop, voilà. Donc là, il est capable de me renvoyer mes logs du 6 janvier ou mes logs du 5 novembre 2017. Okay. Et vous retrouvez exactement la même structuration. C'est juste que ceux-là, du coup, ils sont sur un format un peu différent, JSON, qui permet de pas prendre trop de place dans les logs et qui du coup pourront être retraités de la manière dont vous le souhaitez. Voilà, donc ça c'était CloudTrail. Donc CloudTrail, gestionnaire et puis outil d'enregistrement d'événements. Ensuite, on avait parlé de l'outil CloudWatch. Donc l'outil CloudWatch, lui, c'est un outil qui du coup est là vraiment pour faire du monitoring. Et donc du coup, vous allez pouvoir fabriquer des dashboards en utilisant des éléments de métrique qui vous intéressent. Donc en fait, ici, vous allez pouvoir par exemple créer une nouvelle, un nouveau graphique ou un nouvel élément d'affichage comme ça. Et donc par exemple, je peux par exemple dire voilà, je voudrais voir un nouveau élément d'affichage. Et ensuite, la question c'est à quel degré de détail je suis capable d'aller dans mes métriques. Et là, vous allez voir que vous avez un degré de détail qui est très important. Donc ici, c'est l'ensemble des 800 métriques qui sont proposées. Donc par exemple, si je récupère une machine virtuelle et que je veux savoir, par exemple, euh, pour ma machine qui s'appelle Cloud ADN Europe, je voudrais savoir par exemple ce qui se passe au niveau du disque, je l'ai ici. Si je veux savoir ce qui se passe au niveau de l'utilisation de la CPU, je l'ai ici. Si je veux savoir ce qui se passe au niveau des données sortant sur le réseau, je l'ai ici. D'accord. Donc ça c'est très important. Vous avez un degré de détail très fin. Donc là je peux pas évidemment tout vous présenter. Donc là j'ai présenté uniquement pour des machines virtuelles, donc pour des serveurs, mais je peux évidemment faire la même chose pour S3 par exemple, des systèmes de stockage de fichiers. Je peux faire ça pour par exemple RDS qui va être mes systèmes, mes outils de base de données. D'accord. Donc par exemple, si ce qui m'intéresse c'est l'utilisation CPU de cette base de données là, je vais pouvoir aussi aller dans le détail
si je veux regarder la taille, etc., je vais pouvoir aller dans le détail autant que je veux. Vous voyez, donc là, je viens de créer un peu rapidement ce qui quelques éléments de métriques dans un dashboard. Donc vous voyez qu'en fait, bon, c'est relativement facile d'utilisation. Vous pouvez créer plusieurs dashboards, vous pouvez vous faire des courbes. Donc là, par exemple, je regarde sur 3 jours l'évolution de la quantité de données dans un système de fichiers, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un outil basique, mais finalement qui est relativement facile à mettre en place pour le monitoring de vos ressources. Voilà. Donc évidemment, je peux pas présenter dans le détail tout ce qu'on peut faire, mais ça vous donne une idée à la fois du fait que c'est quand même détaillé et que c'est en fait relativement facile à mettre en place. Donc ça, quand on n'avait pas le cloud, c'est des outils qui sont quand même beaucoup plus difficiles à déployer et qui demandent une certaine forme d'investissement, alors que là, c'est un outil gratuit qui vient avec les ressources. Et là, Ensuite, on est, pardonne-moi, on est aussi un peu dans la tendance du marché aujourd'hui en termes de consulting ou même en termes d'évolution du métier des gens de la qualité, hein, d'avoir une sorte de développer l'aspect double compétence, hein, de manière à mieux communiquer avec les services IT, hein, parce que la qualité aujourd'hui, d'une manière générale, elle connaît bien les métiers, elle a une bonne connaissance fonctionnelle, et souvent un peu plus en difficulté, je dirais, sur les parties techniques, infrastructures. Là, les choses sont quand même beaucoup plus accessibles. Euh, et le fait de s'investir un petit peu devrait, je pense, mettre un petit peu de douceur dans les relations, parfois un peu tendues, avec les gens qui s'occupent de l'infrastructure IT, quoi. Hein, voilà. Parce que quand vous allez demander des choses, aussi, il y a un autre phénomène, c'est quand vous allez demander des choses, notamment par exemple des éléments de reporting, ben, pour l'IT, ça va être beaucoup plus facile de répondre à vos demandes. Voilà. Parce qu'avec des plateformes comme celle-là, ce que l'on faisait de manière traditionnelle avant, avec des scripts un peu compliqués, là, il y a vraiment un effort de simplification de tous ces métriques. On va essayer d'avancer un petit peu parce que le temps presse. le temps tourne. Est-ce Ouais. qu'il y a des questions? Vous pouvez utiliser le mécanisme de questions pour lever la main et on peut prendre aussi quelques questions avant de suivre, avant de continuer, pardon. Alors, a priori, il n'y a pas de questions pour l'instant, mais en tout cas, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à lever la main avec le système là qui vous est proposé et à poser vos questions, hein. Donc ensuite, juste pour terminer, je vais accélérer un petit peu. Allô? On t'entend plus, Gaël. Allô, allô, excusez-moi. Oui, ça y est, c'est bon. Oui, donc je vais avancer un peu plus rapidement, juste pour dire que évidemment c'est intéressant d'avoir un monitoring, donc des métriques qui vous reviennent, mais vous avez aussi la possibilité à partir de ces mêmes métriques de déclencher des alarmes, donc avec des seuils de déclenchement, etc., etc. Ces alarmes, évidemment, donc là moi j'ai des alarmes mais qui sont tout en OK parce que j'ai pas de problème. Et mais elles peuvent aussi bien sûr déclencher des patchs de correction par exemple ou des actions, ou même elles peuvent aussi tout simplement vous envoyer un email en vous disant bah voilà, cette alarme là on l'a vu déclencher, il faut faire quelque chose. Donc tout ça évidemment c'est toujours basé sur la même chose, toujours des métriques. Euh, donc soit des métriques, soit des états, hein, donc des états allumés, éteints, des états capables de répondre, incapables de répondre, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est, je vais en terminer là avec l'outil CloudWatch, mais c'est un outil qui est très très intéressant, hein. En fait, le tout c'est d'arriver à faire levier sur ces choses-là qui existent et les mettre ensemble
pour avoir quelque chose qui est pérenne et qui est stable. Voilà, donc ça c'était CloudWatch. Maintenant, je voulais vous montrer l'outil config. Donc ça c'est le dernier outil dont on a parlé. Donc celui-là c'est le fameux outil qui nous permet d'aller vers ce qu'on appelle de la conformité en continu. Donc ici vous avez un dashboard en fait où en fait il va vous faire un bilan de l'ensemble de vos ressources. Donc vous voyez qu'on a des ressources du type base de données, de type donc rôle, ça c'est plutôt de type utilisateur. Ou même des ressources de type serveur, machine virtuelle, etc., etc. Et l'intérêt ici, ça va être de venir définir des règles de configuration qui vont contrôler l'état de vos ressources. Donc par exemple, une règle de configuration qu'on a mis nous ici, c'est je veux vérifier que par exemple pour les accès routes, donc les accès au niveau qui ont beaucoup de droits, que le MFA, donc c'est le Multifactor Authentication, est mis en place. Donc là, il vérifie que voilà, tous les gens qui ont ce type d'accès-là, ils sont bien en authentification multifacteur. Et en l'occurrence, la dernière fois qu'il a donc évalué la règle, donc il l'a évalué 17 janvier à 10h30, et ben c'était compliant, donc il me renvoie compliant. Et donc là, vous avez par exemple le type de trigger, donc lui il fait un test de ce genre de cette règle-là toutes les 24 heures. Voilà. Vous avez d'autres types de tests, par exemple, qui est, voilà, je veux vérifier que ma politique d'accès, ma politique de mot de passe, elle vérifie un certain nombre de paramètres. Et pareil, il va faire toutes les 24 heures une vérification de ce type, de cette règle, et vous renvoyez le résultat de l'évaluation. Donc de la même manière, vous pouvez aussi avoir des ressources qui vont être non compliant. Donc par exemple, nous ici, on a fait l'erreur de par exemple de donner à des utilisateurs des règles, enfin des droits d'accès qui sont hors d'un groupe. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye plutôt de donner des règles d'accès à des groupes et d'ajouter ces utilisateurs au groupe pour pouvoir avoir une gestion plus fine de ce qui se passe. Et là, bon bah il y a trois ressources qui sont pas compliant, et donc il nous fait la liste en nous disant ben voilà, sur ce type de ressources là, tu n'as pas respecté cette règle là. Voilà. Donc des règles, il y en a beaucoup. Vous pouvez en définir vous aussi de façon personnelle. En fait, vous pouvez même définir n'importe quel type de règle à partir du moment où vous connaissez l'outil de programmation. Mais voilà, les plus importantes, ça va être évidemment des règles d'encryption. Donc par exemple, on vérifie que les encryptions sont activées pour, par exemple ici, pour mes stockages de bases de données, ou que mes encryptions sont activées pour des stockages de systèmes de fichiers, etc., etc. Et avec du coup un retour quasi systématique. Et aussi, encore une fois, selon que si la règle est évaluée non compliant, la possibilité de déclencher des actions de correction que vous avez définies de votre côté. Voilà, donc ça c'est pour config. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les trois plus importants outils du côté de la capacité de gestion, de monitoring, etc. Donc je pense qu'après il y a un petit bout de rappel réglementaire. Peut-être je garde la main, Philippe, et puis je vous passe juste le Ouais, PPT. très bien, ouais, pas très bien, très bien. Ok, bon, là c'est un rappel réglementaire assez simple sur les sauvegardes, hein, issues de l'annexe 11. Bon, voilà, c'est juste un rappel de mémoire et un rappel réglementaire, hein. Bon, on va retrouver la même chose dans le part 211. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir également le système de monitoring. Voilà, c'est tout. Bon, on peut passer
au slide suivant. Ok. Donc Eh ben, vas-y, je te laisse faire. ok. Donc maintenant, on va s'intéresser plutôt à la partie sauvegarde, backup. Donc évidemment, AWS en tant que fournisseur vous propose en gros de pouvoir faire un backup de toutes vos données, de tous vos éléments d'infrastructure. Donc on va voir qu'en fait c'est relativement simple à déployer, à mettre en place. Il y en a quelques-uns qui sont en fait automatiques déjà dans, dans l'outil, qui sont déjà mis en place de façon automatique. Et ensuite vous pouvez avoir un contrôle manuel sur sur certaines ressources, enfin en fait sur toutes les ressources que vous le souhaitez. Donc nous ici, on peut pas tout traiter bien sûr, mais en fait on va quand même traiter en fait un peu du triptyque fondamental là de AWS. Donc S3 qui est vraiment un système de stockage de fichiers. Donc celui-là, il faut vraiment le voir comme une Dropbox en fait. Hein. C'est vraiment un système de fichiers qui est en ligne et qui est accessible à tout moment et sur lequel vous pouvez venir ajouter, déplacer des fichiers, etc. Ensuite, vous avez les problématiques de machines virtuelles. Donc là, ça sera plutôt les backups qu'on va pouvoir effectuer. Ça va être en fait des backups plutôt sur des disques ou sur des images machines. Donc je viendrai détailler dans un second temps. Et puis bien sûr, vous avez les backups de bases de données. Donc RDS en elle-même, pour être précis, c'est pas vraiment une base de données, c'est un système de base de données relationnelle. Donc c'est-à-dire en gros, c'est pas vraiment même pas un système. Alors, est-ce que tu pourrais, parce que là, j'ai pas, j'ai perdu la boîte pour le sondage, je ne sais pas pourquoi, mais lancer le petit sondage. Dans le sondage qu'on avait préparé, il y avait une question justement sur RDS. Oui, alors bah du coup voilà. Bah, avant de vous expliquer ce que c'est, peut-être Lancer le sondage sur, parce que j'arrive plus à voir. launch. Voilà, donc j'ai Voilà. lancé le sondage, voilà. Si vous voulez bien y répondre, les uns et les autres. Donc la question c'est connaissez-vous le concept de base de données sous forme de service? Voilà. Donc là, ok. Donc donc je vais le fermer. Et après, tu le Euh, partages. Il faut le et partager. je peux partager les résultats. Voilà, Voilà. donc je pense que là vous voyez. Donc bon, 80-20 encore une fois. Donc voilà, justement RDS, c'est justement pour illustrer ce concept de base de données sous forme de service. Donc RDS en lui-même, c'est une partie d'AWS qui va vous permettre de déployer des bases de données comme on pourrait le faire normalement à la main, mais sauf que lui le fait sous forme de service. Donc vous avez juste à cliquer. Vous dites par exemple, je veux déployer une base de données de type SQL avec tel moteur de base de données, avec telle version du moteur, avec telle puissance de charge ou de calcul, avec telle taille et la base de données, elle est déployée quasiment instantanément et elle est à votre disposition. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment fondamental. Évidemment, c'est moins cher que, voilà, pour provisionner une base de données avec RDS, avec AWS, mais encore une fois, c'est très similaire avec Microsoft et Google. Voilà, vous provisionnez, vous mettez en place une base de données en, allez, maximum, on va dire 5 minutes. Voilà. Donc ça, c'est forcément de l'agilité, hein. Et donc de plus en plus de gens vont là-dessus, hein. La première étape, généralement, c'est qu'ils prennent leur machine virtuelle, ils les mettent dans le cloud. Et c'est la machine virtuelle qui continue à avoir la base de données classique. Et la deuxième étape, c'est la première étape, c'est ce qu'on appelle le lift and shift, c'est-à-dire que je monte et je déplace. Et puis la deuxième étape, c'est de mettre la base de données sous forme de service. Voilà. Mais évidemment, quand on est en base de données sous forme de service, il y a d'autres avantages encore qu'on va explorer.
Voilà, pour en revenir au backup, juste pour introduire un nouvel outil qui s'appelle AWS Backup, qui a été introduit mi-janvier 2019. Donc nous, c'est un outil évidemment qu'on n'a pas eu le temps d'explorer, mais on sait euh, que en plus des outils que je vais vous présenter, AWS a déployé un nouveau service qui s'appelle AWS Backup, donc qui devrait s'occuper des backups de façon assez globale. Mais pour l'instant, nous, on n'en sait pas plus puisque voilà, c'est sorti vraiment. Le service est sorti il y a 2 jours à peu près, donc on n'a pas eu le Et, temps de. on Hmm. n'a pas eu le temps d'explorer tout ça. Voilà. Donc, ce que je voudrais faire juste avant, donc c'est juste insister un tout petit peu sur S3, donc qui est vraiment le système de fichiers de AWS. Alors pourquoi il est important celui-là en fait? Parce que c'est vraiment lui qui va servir de pivot pour toutes les problématiques de backup. Donc juste quelques chiffres. Donc Amazon en fait il assure une disponibilité des données à donc voilà à un 10 millième quoi. Euh, donc donc ça veut dire que il y a très peu il y a très peu de chances que vos données ne soient pas accessibles directement et la durabilité bon je compte plus les zéros enfin les zéros les 9 plutôt. Donc voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre surtout, c'est que bon déjà ça, si on devait s'occuper nous de faire l'infrastructure IT qui permet de répondre à ce type de disponibilité, ce serait relativement compliqué et surtout à venir la prouver, c'est encore plus compliqué. Bon, en l'occurrence, on a un fournisseur qui a un peu l'habitude et qui s'en occupe pour nous et donc ça c'est un élément hyper important. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que du coup, pour assurer cette disponibilité, cette durabilité, en fait, les données, elles sont stockées de façon redondante sur des machines. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un système de fichiers, donc le concept clé c'est bucket, donc vous avez un dossier, disons, euh, ou oui, un conteneur plutôt, un conteneur de fichiers que vous avez déployé. En fait, lui, il est déjà déployé sur plusieurs machines sur différents sites de stockage. Bon, par contre, si vous l'avez déployé à Paris, ben, il va le déployer sur différents sites, mais à Paris. D'accord. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, pour chacune des régions, ils ont deux ou trois sites différents. Voilà. Ensuite, bien sûr, il y a un système de versionning qui va pouvoir être activé, donc on en reparlera juste après. En fait, qu'est-ce qui va se passer ici quand on va parler des backups? En fait, en fait, tout va remonter quelque part sur ce système de fichiers-là. Et donc, du coup, euh, pour vos machines virtuelles, pour les backups de disques et les backups d'images, quand vous allez les faire, même si vous le voyez pas, en fait, ça va atterrir quand même sur Amazon S3, donc système de fichiers. Pareil pour les bases de données, toutes les backups, les restaurations de bases de données, en fait, ils vont se faire en lien ici avec S3. Les logs d'activité, donc ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que tous les logs ils vont atterrir aussi sur S3 et et les éléments d'automatisation de backup, donc ça c'est Lambda, donc c'est un outil qui permet de lancer des exécutions et des scripts en fait sur vos ressources. Ben lui aussi il va pouvoir s'appuyer sur S3 pour faire ses backups, ses restaurations. Voilà, donc ça c'est très important. Donc, à partir de là, quels vont être en fait les trois éléments essentiels pour assurer l'intégrité des données sur S3, puisque finalement, au final, c'est quand même lui qui va être l'essentiel. Donc d'abord, il va falloir activer le versionning, on va le voir juste après dans une petite vidéo. Donc voilà, un système de versionning de fichiers tout simple. Ensuite, vous allez pouvoir tout simplement déployer en quelques clics des règles de réplication. Donc l'idée de la règle de réplication, c'est de dire voilà, j'ai un bucket ici qui est à Paris, j'ai un bucket ici qui est à Singapour. Moi, en général, toutes mes données, elles arrivent ici à Paris. Ben, je peux faire une règle qui fait qu'à chaque fois qu'ils voient une donnée arriver ici à Paris, ils la répliquent par exemple à Singapour, ou ils la répliquent, je sais pas où, à Londres. Et donc vous pouvez avoir une synchronisation automatique comme ça, et donc un backup de l'ensemble des fichiers qui vont se trouver sur ce système de fichiers là.
Et ensuite, on va avoir un autre mécanisme qui est en fait ce qu'ils appellent, enfin qu'on peut appeler le transfert de données en zone froide. Donc l'idée en fait étant de définir des règles, encore une fois, qui font la chose suivante. Euh, bah, par exemple, tu vas garder mes fichiers pendant 30 jours sur un certain bucket, mais après, au bout d'un moment, tu vas les déplacer euh, dans un, dans un outil qui s'appelle Glacier et qui lui va faire de la rétention de fichiers. Donc une rétention de fichiers en zone froide, ça veut dire qu'en gros les fichiers vont être beaucoup moins accessibles. Vous pouvez pas y accéder directement comme ça, juste en venant cliquer dessus en disant voilà où est mon fichier Intel. Mais par contre, c'est un système qui coûte beaucoup moins cher. Et donc du coup, vous pouvez déplacer des masses de fichiers énormes, donc des fichiers que souvent vous n'utilisez pas de manière fréquente. Et donc mais vous pouvez quand même conserver ces données avec un moindre coût. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et c'est les trois éléments vraiment essentiels du backup. Ok. Donc un petit point juste aussi qui est très important. Ça, il faut toujours s'en souvenir, hein, comme tout le temps dans le cloud, les S3, pour assurer l'intégrité des données, il faut quand même faire très attention à la gestion des droits qu'on va avoir sur ces buckets-là, donc sur ces conteneurs, parce que ces conteneurs, ils peuvent être publics, ils peuvent être privés. Bon, il faut quand même toujours se rappeler que même s'ils sont privés, ils ont un point d'accès quelque part dans le cloud, et donc du coup, ils sont quand même exposés. Donc il faut toujours faire attention, même s'il y a des règles d'accès, même s'il y a des mots de passe ou etc., etc. Il faut quand même se rappeler que tous ces trucs-là, ils ont toujours des points d'accès publics dans le web, et donc du coup, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait avec, si on veut pas retrouver nos fichiers dans la nature entre guillemets. Voilà. On Donc, avance un petit peu, Gaël, parce que il ne reste plus que 20 minutes. d'accord. Donc typiquement, voilà comment ça peut se passer ici dans la gestion Index 3. Donc vous avez ici simplement des propriétés à actionner, hein. Vous pouvez venir voir ici. De toute manière, ces vidéos, je les ai mises vous pouvez télécharger le fichier dans le webinar. Donc elles vont vous permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Donc là, ici, je viens juste accéder, mettre en place du versionning tout simplement, et je vais pouvoir vérifier ensuite que si je viens re-uploader sur mon système de fichiers un fichier qui s'appelle pareil mais qui a été modifié, il va réécrire. Voilà, il va réécrire une version avec ici une signature de la version. Donc ça, c'est très important. Donc vous pouvez récupérer cette vidéo-là en ligne, enfin sur le webinar, voilà. Et de la même manière, en fait, ici, quand vous êtes sur le management de votre système de fichiers, vous pouvez activer ici des règles de réplication, d'accord. Donc ces règles de réplication, vous dites voilà, je voudrais qu'il me réplique mon système de fichiers entièrement. Je voudrais qu'il me le réplique à telle adresse, par exemple sur mon audit trail. Et une fois que vous avez activé cette règle de réplication là, et ben tout simplement, alors voilà, par exemple là c'est important, c'est les rôles. Les rôles, c'est les droits d'accès. Donc bien sûr, il faut des rôles qui soient capables de pouvoir écrire sur des fichiers S3. Donc moi par exemple si j'ai un rôle qui s'appelle backup S3 qui me permet de faire le travail. Et donc voilà, vous donnez un nom à votre règle, réplication, et puis ensuite une fois qu'elle est activée, elle va s'occuper toute seule de faire vos backups. Voilà. Donc j'accélère un petit peu et on repart sur la suite. Hop. Donc voilà. Ensuite, quand on va parler des machines virtuelles. Donc les machines virtuelles, ça c'est aussi important. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'il y a deux.
deux types de façons de faire un backup des machines virtuelles. Donc le plus simple, celui auquel on peut penser le plus rapidement, c'est les backups de volume. Donc les volumes, en fait, faut les comprendre comme des disques, en fait, les disques qui sont attachés qui sont attachés à votre machine ou votre machine physique. Hein. Vous prenez le disque dur, vous en faites un backup. Donc ça, on est capable de le faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il va atterrir sur S3. Voilà. Donc ça, c'est important. Mais un autre élément qui est hyper important aussi, c'est de faire ce qu'on appelle un backup de l'image. Donc en fait, l'image de la machine, c'est vraiment tout ce qui va porter votre operating system et puis l'ensemble des applications que vous avez installées sur votre machine. Donc du coup, ça va faire vraiment un snapshot, pas des datas, mais ça va faire un snapshot de l'état quoi, de la machine, de son paramétrage, des applications installées. Du système opératif, etc., etc. Et ça, en fait, ça va être hyper important. Donc, ça va aussi atterrir dans S3. Et par contre, ça va être hyper important parce que ça va vous permettre, par exemple, euh, de vous assurer, par exemple, de vous déployer, par exemple, une machine, un serveur, vous voulez être sûr que, par exemple, la- si vous déployez une autre machine à côté, ça va être son clone. Et ben tout simplement, vous pouvez faire un backup de l'image et puis vous pouvez reconstruire une nouvelle machine à partir de cette image et du coup, vous allez être sûr que vous allez avoir un clone. De la même manière, vous voulez être sûr qu'une machine à Paris et une machine à je sais pas où aux États-Unis, elles sont exactement similaires. Vous allez pouvoir déplacer votre image machine dans une zone différente et la monter sur une nouvelle machine virtuelle et vous assurer ainsi qu'il y a une complète euh, intégrité ou Identité, c'est la même chose. Donc identité. effectivement, Voilà, identité. il y a plusieurs cas d'application, hein. Ça peut être cas d'application numéro un, construire un environnement de validation par rapport à un environnement de production. J'arrête la machine, je fais un snapshot, je crée notre machine à partir de snapshot. Cas d'application numéro un. Cas d'application numéro 2, je veux déployer X applicatifs qui sont sur une machine. Voilà, pour plusieurs clients, pour plusieurs zones géographiques, etc. Donc, voilà. Euh, donc il y a vraiment, voilà, et c'est aussi un moyen de sauvegarder les données, de faire des snapshots parce que c'est très efficace. On peut redémarrer une machine dans un état voilà, tel qu'elle était il y a 5 jours, une semaine. À partir du moment où les snapshots se font. Ah, donc là, je vous passe la vidéo rapidement. Elle est aussi disponible dans les fichiers du webinar hein, que vous pouvez télécharger. Je crois que vous pouvez les télécharger dès maintenant. Euh, donc voilà, donc tout simplement ici, on a des volumes attachés à la machine, donc des disques, et on vient en faire un backup. Et ensuite, on vient dire, bah voilà, je recrée un nouveau disque à partir de mon backup. Et donc, on va se retrouver avec la copie conforme du disque. Donc bon, vous pourrez revisionner ces vidéos à votre convenance. Donc là, bon, bien sûr, faut après pour les monter sur des machines, faut quand même arrêter la machine entre temps, tout simplement. Et puis voilà. Et puis la même chose. Donc vous avez aussi après la partie image. Donc ça vous explique aussi là comment on va créer l'image d'une machine à partir d'une machine existante. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on pouvait pas trop faire facilement avant et c'est vraiment un truc très 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 intéressant et qui en fait se fait quand même en quelques clics. Donc là même il y a un peu des coupures sur la vidéo, mais globalement le vrai temps de mise en place de ce genre de choses c'est plutôt de l'ordre de 10 minutes, 5 minutes que c'est pas 4 heures quoi. Voilà. Voilà, donc ça là, vous pouvez aussi la revisionner. Hop, j'avance. Enfin, on a les sauvegardes donc pour les bases de données. Donc là, de la même manière, AWS en fait, il prépare à mettre les sauvegardes de bases de données tout seul. Donc lui, enfin oui, initialement en fait, il fait un backup toutes les 30 minutes. Et puis après, il peut faire une durée de rétention, par exemple, je crois, de base d'une semaine. Et ensuite, il va tourner.
Mais après, évidemment, vous pouvez manuellement faire un snapshot de votre base de données. Donc, c'est exactement la même chose que, ouais, vous prenez une photographie de l'ensemble de vos données sur une base. Elle va atterrir aussi dans un système de fichiers S3 et vous pouvez la conserver autant que vous voulez et bien sûr la remonter derrière sur une base de données existante si vous avez eu un crash, si vous avez eu une perte de données quelconque. Ça se fait aussi en quelques clics. Et une fois de plus, cette vidéo-là, vous l'aurez aussi dans les fichiers du webinar. Donc ici, c'est l'ensemble de nos bases de données. On va faire un snapshot ici en quelques clics. Donc là, la vidéo, elle dure 1 minute 30. Hein. Donc voilà, prendre un snapshot, on lui donne un nom, bing, elle va être prise, elle va atterrir sur un S3 et ensuite on va être capable de récupérer notre snapshot donc, pour le réutiliser si on en a besoin. Voilà. Et ici, voilà, vous avez un système de restauration d'une base de données. Donc, par exemple, là, je peux dire, je remonte une nouvelle base de données à partir d'un snapshot existant. Voilà. Je vais pas passer tout non plus parce qu'on manque un peu de temps, mais voilà, ça permet une restauration rapide à la seconde près normalement. Voilà. Donc vous retrouverez ça aussi dans les fichiers. Voilà. Je vous laisse faire cette partie-là, Philippe. Oui, donc on arrive un petit peu sur la partie plan de continuité. Euh, Archivage, la réponse, c'est plutôt, comment dire, effectivement, Glacier avec X3. La partie business continuity, donc c'est quelque chose où les gens c'est souvent une épine dans le pied de beaucoup de clients. Avec cette infrastructure as a code et les fonctionnalités qui sont disponibles, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent accessibles d'une manière assez simple avec bah, ce virage cloud et des infrastructures as a service. Ça devient quelque chose qui est voilà, qui est à portée de main, puisque ben, dans le monde d'aujourd'hui, quand on essaye de construire ou développer un nouveau modèle d'affaires, on essaye de le penser mondial dès le départ. Donc la notion de business continuity est clé. Voilà, tu veux bien avancer. Alors, je vais en profiter pour lancer mes petits sondages. Alors, on va commencer par sur Snowball. Si vous voulez avoir la gentillesse de répondre. Voilà, donc là, on a quelque chose d'assez, vous allez le voir, je vais fermer, assez franc. Hein, et Faut le partager, je pense. je l'avais partagé. Je l'avais déjà partagé, non? D'accord. Je l'avais Je le pas vu, refaire. pardon. Non, c'est bon, Bon. c'est bon. Ok. Voilà. Et sur un autre concept, si vous voulez bien y répondre, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, là, c'est surprenant. En quoi, entre ce qu'on pense et la perception, il y a vraiment quelque chose. C'est toujours surprenant. Moi qui vois les résultats en live apparaître. Hein. Alors, il nous reste peut-être une personne qui pourrait peut-être voter encore. Bon, en tout cas, on a un taux de participation aux élections qui est quand même assez significatif. Je vais fermer et je vais partager. Voilà. On a quand même 30% des participants qui ont entendu parler de serverless. Hein. Et donc, je vais relaisser Ok. la Je main. reprends. Voilà.
Voilà, j'ai la main. Donc pour répondre aux questions du sondage, en fait, donc en tout cas pour la partie snowball, si on parle des plans de secours, on a ces trois approches-là. La snowball, c'est l'approche militaire. Donc en fait, l'idée, c'est Amazon, il vous fournit soit une boîte comme ça, soit en fait un camion, selon ce que vous avez, pour permettre de mettre vos données à l'abri à un moment. Donc c'est un truc un peu brut, force brute, on va dire, mais qui peut quand même être relativement efficace. Et si vous avez des quantités de données astronomiques à déplacer soit à le déplacer d'un point A ou un point B, soit à mettre en sécurité, bon bah ça peut quand même être intéressant. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, je l'avoue. Ensuite, au niveau des plans de secours, donc en fait, on a deux types d'approches. On a l'approche avec une architecture redondante et une approche avec une architecture résiliente. Donc là, bon, il va pas nous rester beaucoup de temps, mais de toute manière, on peut pas aller beaucoup dans le détail là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que euh, sur le cloud, en fait, vous avez des outils assez puissants qui vont vous permettre de faire des systèmes qui sont robustes et qui du coup assurent une disponibilité quasiment parfaite, on va dire. Donc la première technique, en fait, c'est d'utiliser l'architecture redondante. En fait, l'idée, c'est que par exemple, si vous avez ici votre site web ou votre site applicatif qui a un point d'entrée là, en fait, l'idée, en fait, c'est d'avoir deux architectures similaires avec les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple les images machines. Euh, et en fait, d'avoir un petit outil ici, une sorte de portier qui va répartir la charge en fait sur les différentes infrastructures qui fonctionnent en clone en fait. Donc l'idée c'est là quand vous avez par exemple, lui, il va dire, OK, bon, bah, cette requête, elle arrive ici, je vais la donner à ce système-là. L'autre qui arrive là, je la donne à ce système-là. Si j'en ai trop, par exemple, pour celle-là, bon bah je peux en déplacer un peu plus sur le système d'à côté. Ou par exemple, si cette machine-là, elle s'éteint, ou celui-là, en tout cas, ce système-là, il est plus fonctionnel, et bien je rebalance tout, en tout cas pour un certain temps, vers le système d'à côté, etc., etc. Donc pour ça, en fait, vous avez deux outils qui sont hyper importants, qu'on peut pas présenter trop dans le détail ici, mais qui sont le load balancer et l'autoscaling. Donc le load balancer, c'est vraiment lui qui va être en fait l'espèce de d'équilibreur. Donc qui va être l'outil qui va permettre de répartir la charge sur des machines différentes, donc deux machines ou plus pour en mettre 60 si on en a envie. Et le mieux évidemment, c'est qu'il soit situé dans des data centers séparés, parce que comme ça, si dans le pire des cas, vous avez un data center qui saute, Amazon, ça va pas arriver tous les jours, ben, vous avez quand même le data center d'à côté ou soit d'à côté dans la même région, soit dans une autre région qui va être capable de prendre le relais. Et aussi, de la même manière, vous avez un outil qui s'appelle Autoscaling et qui, lui, en fait, c'est des règles que vous pouvez définir et qui vont permettre, en fait, à une machine, par exemple, de venir augmenter ses capacités ou diminuer ses capacités en fonction de règles. Donc, vous pouvez dire, par exemple, si tu vois que ma machine, elle est utilisée à 30%, bah, tu l'augmentes, par exemple. Tu augmentes sa capacité. Et si elle est utilisée à moins de 10%, eh ben, tu diminues ses capacités. Donc ça vous permet déjà d'être sûr que votre système il est résilient et en même temps ça vous permet aussi de, de, d'être proche de vos coûts en fait, quoi, de pouvoir absorber la demande en ayant des coûts qui suivent la demande. Ça arrive tout le temps parce que les gens qui travaillent entre 9 heures et 18 heures et bon à 4 heures du matin en général, il y a moins de personnes qui vient sur votre système. Voilà. Donc ça c'était le premier élément important. Deuxième élément en fait c'est l'architecture résiliente. Donc là, en fait, c'est là où on va faire levier avec d'autres types d'outils. Donc là, l'idée, c'est pas d'avoir plusieurs architectures qui peuvent se supporter. C'est d'avoir une architecture qui va réagir, en fait, quand elle va détecter une anomalie sur elle-même, en fait. Et ça, c'est tout à fait possible, en fait, en utilisant
donc les fonctions lambda, donc en utilisant par exemple en fait le serverless, donc la question d'avant, hein, qui était connue par pas mal de gens. L'idée en fait c'est que ces fonctions-là qui n'ont pas besoin de serveur pour fonctionner, elles sont quand même capables d'exécuter un certain nombre d'opérations, d'instructions, et aussi de changer votre infrastructure. Donc typiquement, vous pouvez avoir quelque chose qui fait euh, je détecte une anomalie. Donc par exemple, je détecte l'arrêt d'une machine. À ce moment-là, je vais avoir un trigger, donc un déclencheur qui va déclencher une fonction serverless. Et cette fonction serverless, elle va, par exemple, vous envoyer un mail dans un premier temps en vous disant, bah, j'ai vu une anomalie, c'est pas normal. Et elle va aussi, par exemple, pouvoir appliquer un patch correctif dans la foulée. Et donc ça, c'est tout à fait faisable. Il reste 3 minutes et Attends, je attends, j'ai un vais. petit sondage. Je vais essayer de faire un petit sondage là, D'accord. si vous voulez bien répondre. Je vais partager le sondage. Ok, bon, on va continuer. Puis pour ceux qui ne peuvent pas, ben, on développera un peu plus dans le détail, je dirais, ces sujets-là lors d'un autre webinaire. Pardon. Ok, de toute manière, j'en ai pas pour très très longtemps, Mm. mais en fait, pour ce type d'architecture qu'on va dire résiliente, il va falloir faire levier en fait sur un outil que j'ai présenté juste avant, qui était CloudWatch. Donc CloudWatch, on a dit que c'était un outil qui avait des métriques, qui pouvait déclencher sur ces métriques des alarmes et qui peut déclencher en plus des alarmes, il peut déclencher des événements et donc et ces événements peuvent être capturés par une fonction. D'accord. Donc typiquement ici en fait, donc là je vous montre une fonction serverless, donc lambda. Donc c'est pas très compliqué en fait. Vous avez ici un petit bout de code. Donc ici vous avez un attrapeur de la fonction. Donc en fait dès que l'événement va être déclenché, il va rentrer ici, d'accord. Et ensuite, bah voilà, moi je peux par exemple dire envoie-moi Ah un ouais, je voudrais juste mail. préciser pour serverless, hein, parce que bon, il y avait des gens qui connaissaient, mais c'était quand même pas la majorité. Serverless, ça veut dire que tout ça, ça va pas s'exécuter dans le cloud, mais ça va même pas s'exécuter sur une machine de type EC2, quoi. Et donc, du coup, d'un point de vue économique, le serverless, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de provisionner de machines. Ça s'exécute directement dans le cloud. Voilà. Je Ah, ferme la parenthèse sur le voilà. serverless, mais c'est aujourd'hui la grande tendance pour essayer de construire des architectures. Voilà, et sachant que du coup, ce qui va se passer surtout d'un point de vue coût, c'est qu'en fait, du coup, vous allez payer la fonction. Vous allez payer le déclenchement de la fonction. Vous n'allez pas payer un temps machine du tout. Vous payez à chaque fois que la fonction est déclenchée, en fait. Donc, bah, typiquement, ce genre de fonctions-là qui sont censées pas se déclencher souvent, ben, c'est dommage d'avoir un serveur qui est toujours là à regarder ce qui se passe alors qu'il sert à rien, qu'il est juste là pour écouter. Alors que là, bon bah vous allez juste payer le jour où cette fonction-là va être déclenchée. Donc ici, typiquement, bon, je vais pas rentrer dans le détail du code, mais bon voilà, moi je m'envoie un email ici, et puis j'ai mon petite application de patch ici. Donc tout simplement, c'est tout bête. C'est un patch qui, bah, quand il voit qu'une machine s'est arrêtée, il va redémarrer une machine d'à côté qui va être une machine de secours. Donc là, bah, vous retrouvez juste. Donc ça, c'est la façon dont on accède à l'infrastructure Amazon. Et ça, c'est la commande qui permet de lui dire démarre-moi une instance qui s'appelle, enfin qui a un identifiant et qui donc va être ma machine de secours. Donc là, je vais la regarder comme ça dans le, dans le truc. Et tout simplement, du coup, si j'ai paramétré mon système correctement et que donc mon système d'événements il est en train d'écouter le fait que cette machine-là elle est stoppée, ben si je la stoppe, voilà, donc je vais stopper ma machine. Lui, il va être capable de déclencher l'événement qui va du coup venir s'occuper de, de corriger le problème, donc c'est-à-dire soit de redémarrer ma machine, soit d'en démarrer une autre, et il va pouvoir aussi bah, m'envoyer le mail associé pour me dire bon voilà on a vu que ta ressource elle a été stoppée
Et donc du coup, c'est pas normal. Il faut que tu fasses, il faut que tu fasses quelque chose. Voilà. Donc typiquement, c'est le genre d'outil qui est hyper pratique pour avoir des infrastructures résilientes. Ça peut paraître un petit peu compliqué, mais en fait, ça l'est pas tant que ça, parce que du coup, comme vous avez accès à toutes vos données, à toutes vos ressources. Avec un petit bout de code, bon bah évidemment, dans vos équipes IT, il y a des gens qui vont pouvoir déployer ce type de système de façon bah, pas très très compliquée. Et donc du À coup, partir du moment où ils auront été formés. voilà, à partir du moment où ils ont été formés, ou alors ben aussi bah, des, des des prestataires comme nous qui peuvent déployer ce genre de choses aussi. Donc voilà, donc ça c'était pour illustrer un peu le concept, sachant que voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que avec le cloud, en se formant et en faisant levier sur l'ensemble des outils qu'on a, on a des capacités à mettre en place des systèmes au niveau des backups, au niveau du monitoring, au niveau de l'intégrité, de la résilience euh, et donc de la disponibilité de vos infrastructures qui est décuplé, voilà, qui est décuplé point par rapport à ce qu'on était capable de faire avant et dont la facilité de mise en place est aussi très importante. Et donc du coup, faut pas hésiter à faire peut-être même plus que ce qu'on était capable de faire avant pour des efforts similaires ou moindres. Voilà, enfin, en tout cas, pour moi, je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir pris trop de votre temps. Et voilà. Et je vous laisse conclure, Philippe, si le. Oui, bah, la conclusion, c'est que voilà, on essaye ADN d'avancer dans la communication de ces possibilités associées à ces infrastructures cloud. Et on peut prendre quelques questions si certains, c'est peut-être le moment. N'hésitez pas à lever la main. Bon, a priori, j'ai pas énormément de questions. Ok. Ah, si, peut-être. Ah, alors attendez. Je l'ai perdu, la question, c'est bien dommage. Alors voilà, il l'a remis. Ah voilà, pardon. Alors attendez, je comprends pas là. Pourquoi j'arrive pas à voir la question? D'habitude, ça marche très bien. Et là, pourquoi je n'arrive pas à voir la question? Je vois Hervé Chénu qui a levé la main. C'est ça, oui, mais j'arrive. Ah, ça y est, maintenant, c'est votre clic là, mais je vois pas la question. Et sinon, je peux lui donner la parole aussi. Ouais, bah Ah, tu peux donner ah, la parole. Monsieur Chénu, vous nous entendez? Oui, ouais, très Ah, bien, ouais. ouais, voilà. Oui, bonjour. Oui, Bonjour. j'avais une petite question. Alors, sur tous les aspects monitoring, je voulais savoir si, donc là, j'ai bien vu que toutes les alertes, enfin, tout ça remontait au travers de la console AWS. J'avais une question. Moi, je m'appuie pour superviser mes infrastructures de façon globale sur un prestataire externe qui a donc une espèce d'hyperviseur ou de Hmm. console un peu globale pour consolider tout l'alerting sur tous les types d'équipements, d'infrastructures. Et donc, je voulais savoir si ces alertes-là, elles étaient envoyables, je dirais, entre guillemets, ou on pouvait les envoyer directement à un autre outil de supervision tiers pour avoir une consolidation globale de cette supervision. Alors Oui, généralement oui. ah oui, en Sûr. fait, oui, parce que euh, en fait, bon, je peux pas forcément vous le montrer là, mais si je reprends, oui, en fait, cet outil-là, qui est là, Boto, là, client, Mhm. d'accord. Vous avez en fait quelque chose qui s'appelle Boto client CloudWatch, d'accord, auquel je peux faire, enfin, je peux c'est une API en fait, donc là je peux l'utiliser en serverless, mais je peux l'utiliser chez moi ou d'où je veux. Et celui-là, il est capable en fait de venir dire, ben, en gros quelque chose du genre liste-moi mes alertes, par exemple.
Et donc je peux les récupérer de mon côté et puis les réenvoyer où vous voulez. Ou plus simplement aujourd'hui, la plupart des outils de monitoring du marché classique ont un connecteur ou une intégration avec les solutions AWS. D'accord. Donc ça permet d'aller interroger les API, là, c'est ça? Oui, la plupart du temps, il y a déjà des connecteurs. Ça fonctionne sur ce que Gaël vient de vous expliquer. Hein. C'est pas mystère, hein. Mais c'est déjà tout fait, quoi. D'accord. Ok. Très bien. Bon, moi, je vous remercie. Je vous en prie. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, a priori, non, je vois pas d'autres questions. Ok. Eh bien, écoutez, on vous remercie pour votre attention. Hein, parce que je vois que, a priori, tous les gens qui étaient là au départ sont restés jusqu'au bout. Hein. Donc, merci à vous. N'hésitez pas. Donc, on va vous renvoyer, on va vous distribuer les documents. Il y a des white papers, il y a des petites vidéos. Et la présentation, comme l'outil là nous limite à 5 documents à distribuer, on va peut-être vous l'envoyer directement par mail. Hein. Je parle du PowerPoint hein, que vous avez vu là, on vous l'envoyer au format PDF. Voilà. Merci à tous. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie une nouvelle fois et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur ce nouveau monde GXP dans Infrastructure as a Cloud. À bientôt. Au revoir.